Alors évidemment, il n'était pas prévu, lorsque nous avons commencé de réfléchir à l'organisation de ce troisième colloque, que j'y fasse une intervention. J'avais le sentiment d'avoir déjà beaucoup trop parlé. Et nous avions invité Gérard Boulanger à nous parler de cette période qu'il connaissait bien, pour avoir voulu ressaisir le cheminement de Papon. Papon, ce fonctionnaire modèle, qui sans état d'âme, lorsqu'il était secrétaire de la préfecture de la Gironde, a signé les décrets qui envoyaient en Allemagne plusieurs convois de juifs bordelais. Que l'on retrouvera, le même Papon, toujours sans état d'âme, au moment de la guerre d'Algérie. Je rappelle seulement la répression de la manifestation des Algériens en 1961 et bien entendu aussi en 1962 les morts de Charonne. Voilà, tout le monde connaît le procès qui, après des années de combat, se tint à Bordeaux en 1998. Ce procès fut le combat de Gérard Boulanger pendant plus de 20 ans. Il en a retracé toutes les étapes dans le dernier livre qu'il publia en avril 2018, donc cette année, qui s'appelait le procès Papon, aux éditions du Cher Schmitt. Il avait accepté notre invitation avec l'enthousiasme qui le caractérisait. Il était acquis qu'il serait des nôtres aujourd'hui. La maladie en a décidé autrement, qu'il a enlevé au mois de juin de cette année. Gérard, il faut le rappeler, a été le premier à organiser un colloque dédié à Guillemin. C'était en 2003, à Bordeaux, pour le centenaire de la naissance d'Henri. Et Gérard s'était lancé dans le difficile tâche de l'organisation d'un colloque avec beaucoup d'enthousiasme. Il avait rallié à sa cause la Ligue des droits de l'homme. Ça, c'était pas trop difficile parce qu'il était le président de la section girondine, donc évidemment tout le monde l'avait suivi. Mais tour de force, il avait réussi à embringuer la section d'histoire de l'université de Bordeaux 3, ce qui était quand même méritoire quand on sait qu'à l'époque Guillemin n'était pas spécialement en odeur de sainteté auprès de la communauté des historiens. Et enfin, cerise sur le gâteau, si j'ose dire, il avait obtenu quelques années après, quand il était conseiller régional de la Gironde, donc des affaires culturelles, chargé des affaires culturelles, il avait obtenu que le nom d'Henri Guillemin soit donné à la bibliothèque des lettres de l'université de Bordeaux. Ça, c'était quand même un beau pied de nez à l'université, si j'ose dire. Voilà, donc si Gérard, puisque Gérard est mort en juin, il y avait un trou dans l'organigramme. Et j'ai accepté, évidemment quand même volontiers, de vous parler du travail qu'il a effectué autour du procès Papon. Et en particulier d'un livre tout à fait remarquable qu'il a publié en 2006 et qui s'appelle « À mort la gueuse ». Comment Pétain liquida la République à Bordeaux, 15, 16 et 17 juin 1940. C'était publié aux éditions Calment-Lévy. Donc s'il avait été là, il aurait, selon toute vraisemblance, repris certaines des analyses qu'il y faisait. Il les aurait complétées, il les aurait remaniées dans un de ces grands élans d'improvisation dont il était coutumier. Je ne saurais évidemment parler à sa place, mais je veux relire devant vous rapidement, ce bouquin et montrer ce que la lecture qu'il a faite de ces 3 journées où s'est joué le sort de la France et de la République, ce que ce bouquin doit aux analyses de Guillemin, spécialement dans l'affaire Pétain, qu'il cite abondamment. Alors comment Boulanger en est-il venu à se lancer dans ce travail d'historien pour lequel il n'était pas fait? Il avait fait des études de lettres, après il avait fait Sciences Po, et puis après il était devenu avocat. Eh bien il dit lui-même que ce livre est né pratiquement à l'improviste, jumeau extra-utérin d'un livre précédemment écrit, qui était Maurice Papon, un technocrate dans la collaboration. Pour être tout à fait explicite, ajoute Boulanger, l'abandon des valeurs républicaines par Papon, ce personnage emblématique de la haute fonction publique française sous Vichy, ne laisse pas de renvoyer au fait qu'il a sévi dans la ville même où s'est opéré le rejet de ces mêmes valeurs
Bordeaux. De là, évidemment, pour lui, la nécessité, et ce livre, le livre de Amor Lagueuse lui prend, si mes souvenirs sont exacts, au moins 5 années de travail. De là, la nécessité à ses yeux de retracer dans le détail les événements qui se sont déroulés pendant ces 3 journées. C'est, écrit-il, dans cette même ville de Bordeaux, que s'est joué le véritable épilogue d'une tragédie nationale sans réel précédent, et que la brutale déconfiture des armes a révélé l'abyssal affaissement des consciences. Et il n'a été besoin que de quelques heures fiévreuses pour que s'évanouisse un siècle et demi de tradition démocratique et 70 ans de régime républicain. Ça, c'est une vue très cavalière des années précédentes. Enfin, ça, je lui laisse la responsabilité. La défaite militaire ayant déclenché un véritable séisme politique. Pétain a pris le pouvoir, bien plus sûrement par ces 3 journées bordelaises du 15 au 17 juin, que par le plébiscite parlementaire de Vichy du 10 juillet, qui les prolonge, ou que par l'acte constitutionnel numéro 1 de l'État français du lendemain, du 11 juillet, donc qui les sanctionne. Enfin, c'est la thèse, évidemment, de Boulanger. Alors, c'est un livre très étrange, parce que, voilà, c'est 300 pages sur 3 jours. Et dans la masse des réunions, rencontres, repas, conversations, conseils, comités, conférences, déclarations, discours, conciliabules, apartés et complots, ça c'est, je cite Boulanger, il a fallu élaguer l'accessoire et le secondaire tout en s'attachant à respecter la complexité des événements, en s'efforçant de les mentionner sans exclusive, en s'astreignant à en établir les sources sans discrimination. Boulanger va donc suivre ce programme avec rigueur et il nous donne de ces journées cruciales un récit qui se lit comme un roman, l'art du conteur se mariant avec l'habileté de l'écrivain. C'est exactement le devoir que Guillemin lui-même s'impose lorsqu'il aborde ces journées de juin dans le chapitre La prise de pouvoir de La vérité sur l'affaire Pépin. C'est presque, écrit-il, c'est page 119, heure par heure, que l'historien doit tenter de suivre maintenant le jeu en veillant à ne rien laisser échapper, à ne s'appuyer que sur des documents incontestables et à comprendre le sens et la portée des faits. Alors, évidemment, à ce moment-là, Guillemin n'a pas à sa disposition les éléments que Boulanger a, lui, à sa disposition, mais on voit que le souci est de rendre le compte le plus précis possible de tout ce qui s'est passé à ce moment-là, et c'était pas évident, puisqu'il faut aussi élaguer tous les mensonges, les reconstructions, nous verrons ça tout à l'heure. Alors, on ne compte pas moins de 17 références à Henri Guillemin dans le livre de Boulanger. La plupart d'entre elles renvoient à l'affaire Pétain, 13 en tout, les 4 autres renvoient à nationalistes et nationaux. Il est évident que l'ouvrage de Guillemin, écrit et publié à chaud, si j'ose dire, je rappelle que le procès de Pétain devant la haute cour dure du 23 juillet au 15 août 1945, et c'est en octobre 1945 que La vérité sur l'affaire Pétain est publiée aux éditions du Milieu du Monde, cette maison d'édition suisse. Ce qui ne laisse pas beaucoup de temps. Hein. J'imagine là la masse de boulot qu'il a accompli. Je pense qu'il avait déjà auparavant recueilli un certain nombre de faits, lu un certain nombre de bouquins qu'il a évidemment, dont il s'est servi pour rédiger ce livre. Donc Guillemin ne dispose pas de tous les travaux qui sont venus par la suite, et il n'a pas accès à beaucoup d'archives. Il est vrai qu'en dépit de ces travaux, écrit Gérard Boulanger, prédomine souvent le sentiment que toute la clarté n'a pas été faite sur certaines pages de ce dérangeant passé, surtout eu égard aux reconstructions amnésiantes et fallacieuses d'antécédents peu avouables. Et il continue, Boulanger, en disant « Cette abondante littérature n'est pas forcément exempte d'un flou persistant, si ce n'est pis sur la genèse bordelaise du régime de Vichy. » Et je continue de lire une petite phrase de Boulanger, sans même s'attarder au recensement de ces auteurs singulièrement acharnés à faire croire que la France compta d'emblée 40 millions de pétinistes, sans doute pour se sentir moins seul, et c'est l'allusion au bouquin d'Amouroux qui ouvrait le résumé que nous venons de voir du film de Chéras. Il n'en est pas moins remarquable, en tout cas c'est le sentiment que j'ai eu quand j'ai relu ce livre que j'avais lu quand il était sorti chez Itovi,
il n'en est pas moins remarquable, ça m'est apparu vraiment avec beaucoup plus de force, qu'un des premiers ouvrages consacrés à Pétain, vraiment un des tout premiers, ait fait preuve d'une telle lucidité et ne soit évidemment pas tombé dans les travers que Boulanger dénonce. Bon, c'est-à-dire que Guillemin a essayé autant que faire se pouvait d'éliminer tout flou, et on va directement aux éléments les plus importants. Alors, je vais donc faire une recension rapide de ces citations de Guillemin et de l'usage que Boulanger en fait dans son livre. On peut les regrouper en 3 thèmes. Première approche, elle est d'ordre psychologique. Il s'agit d'éclairer la personnalité de Pétain. Henri Guillemin le montre, alors c'est des citations, rancuneux, capable de nourrir de très longues haines. Ou encore, de cette manière-là, à la fin un homme de petit caractère, sans flamme, sans confiance, ennemi des risques, exactement un défaitiste, c'est ce que nous avons vu avec beaucoup de détails ce matin. En plus, il est dissimulateur, il cache bien son jeu, il se tait et il attend, il ne prend pas de risque tant qu'il n'est pas sûr de pouvoir faire exactement ce qu'il souhaite. En même temps, une sorte de côté pince sans rire glacé, quand au cours d'une réunion qui essaie de discuter un peu sur la stratégie à adopter en cas d'attaque, il dit qu'on devrait avoir recours aux pigeons voyageurs, puisque le système de communication est foutu. Avec les pigeons voyageurs, au moins, on aurait quelque chose d'utile. C'est la seule intervention qu'il fait pendant une réunion qui dure plusieurs heures. Il montre aussi, et Boulanger reprend ces analyses-là, dans les relations qu'il entretient avec ceux qui l'entourent, on le sent extrêmement manipulateur. Par exemple, à l'égard de Laval, il l'utilise quand il en a besoin, quand il en ressent le besoin, alors qu'il n'a pour lui que très peu de goût, et que les gens qui l'entourent méprisent Laval carrément. Alors il est évident que ces notations mettent à mal l'image du bon vieux grand-père, cachant sous sa moustache blanche un sourire affectueux, et qui vient se dévouer, alors qu'il pourrait profiter d'une retraite bien méritée, à ce peuple français qui vient de subir un désastre sans précédent. L'analyse psychologique prépare, et c'est ça qui me paraît intéressant, le terrain à ce qui est le propos essentiel de Guillemin et de Boulanger, et qui est de montrer les forces qui sont à l'œuvre durant toute cette période de l'immédiate avant-guerre, et qui ont vu en Pétain l'homme qui allait mener la politique dont elle rêvait, et comment celui-ci a joué avec une duplicité étonnante le rôle qui permettait la réussite du plan élaboré, le rôle de celui, on l'a rappelé encore tout à l'heure, c'était Guillemin lui-même qui l'a rappelé, le rôle de celui qui ne fait pas de politique et qui se sacrifie pour le salut des Français quand la nécessité s'en fait sentir. Je me souviens dans mon enfance avoir entendu effectivement ce type de discours avec des larmes dans la voix du côté d'un de mes autres grands-pères qui avait fait Verdun et qui en gardait une reconnaissance éternelle à Pétain. On se demande bien pourquoi. Donc il faut déconstruire ce rôle et démolir ce sur quoi repose la gloire même du maréchal, l'image du vainqueur de Verdun. Et c'est le deuxième thème sur lequel les analyses de Guillemin et de Boulanger se rencontrent. Donc c'est la destruction du mythe. Pétain, vainqueur de Verdun, quelle blague. Henri Guillemin, en utilisant les mémoires de Joffre, puis l'histoire de la guerre mondiale publiée en 36-37 par les généraux Dufour, Daille, Hello et Tournès, les notes de Poincaré, enfin ce qu'il a à sa disposition, montre que Pétain était exactement un défaitiste, qu'il a fallu à plusieurs reprises en 18, annuler les ordres de Pétain qui auraient été véritablement catastrophiques si on les avait exécutés. Et qui a cette... alors la formule, c'est la formule de Guillemin lui-même, le vrai sauveur de Verdun fut Nivelle, heureusement secondé par Mongin. Ça, nous savions que Mongin était très habile pour faire plein de choses. À 4 reprises, en 1918, le général Pétain a failli faire perdre aux Alliés la guerre par son incurable pessimisme. Il était déjà à l'époque
on l'a montré aussi ce matin, est convaincu de l'extrême supériorité des Allemands. Et bon, voilà, ça, ce sont les éléments de destruction du mythe de Pétain vainqueur de Verdun. Guillemin remplit ici sa tâche de déboulonneur d'idoles, de pourfendeur de mythes et de légendes. On connaît sa virulence, mais il faut croire, malheureusement, que sur ce point, le mythe a été plus fort que la vérité, et il y a fort à parier, alors ça c'était ce que j'écrivais il y a 4 jours, il y a fort à parier qu'encore de nos jours, il demeure à peu près intact, et que la célébration du centenaire de la fin de la guerre va être l'occasion de le magnifier à nouveau, et voilà, je sens que j'ai été... Je voyais assez juste là. Voilà. Bon, voilà pourtant qui remet à sa place la légende que Pétain a su construire lui-même entre les deux guerres avec énormément d'astuces. Pendant cette période, alors on le sait, il n'a pas non plus brillé par sa clairvoyance sur l'évolution de la guerre moderne, son indifférence, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque Chéras l'a montré très bien ce matin, son indifférence ou son hostilité à l'utilisation des engins blindés et de l'aviation a eu les conséquences désastreuses que l'on sait sur l'état des armées au moment de la guerre de 40. Mais ça lui a permis aussi de dire qu'évidemment, c'est la faute du Front populaire si l'armée était à ce point en piteux état. Et bon voilà, donc le lecteur découvre l'incompétence militaire du maréchal et surtout sa volonté acharnée de faire la paix avec l'Allemagne et les autres régimes autoritaires, qui fait de ces manœuvres pour affaiblir l'armée française une véritable trahison. Troisième thème, le troisième thème, il est politique. Il montre comment Pétain a longuement préparé son affaire en construisant sa légende. D'abord, ça c'est vrai, et il a été très malin de ce côté-là. Il n'y avait pas beaucoup de gens pour le contredire à l'époque. Mais aussi en s'entourant d'un réseau de théoriciens de l'extrême droite que l'on retrouvera autour de lui à Bordeaux et à Paris. L'exemple d'Alibert est quand même assez extraordinaire dans ce type qui a été un des collaborateurs les plus proches de Pétain, que l'on retrouve dans un comité secret d'action révolutionnaire, ça fait XAR, qui chercha en 1937 à créer une véritable psychose anticommuniste en lançant 2 bombes sur des locaux de la conférence générale du patronat français. Il n'était pas vraiment très recommandable, hein, ce comité secret d'action révolutionnaire, et pas véritablement à gauche non plus, ça on pouvait s'en douter, mais il était formé de gens si importants que le gouvernement renonça à pousser trop loin ses investigations. Donc là, coupable de lâcheté, c'est évident. Donc en juin 1936, Pétain rêve déjà d'une entente entre la France et l'Allemagne, et ce n'est pas, comme Saunier l'avait initié au sortir de la guerre de 14-18, dans une perspective pacifiste, de réconciliation, prémisse d'une Europe que Saunier appelait de ses voeux, mais dans une commune haine du communisme et dans une fascination pour les pouvoirs autoritaires. Alors, par exemple, cette phrase que cite à la fois Guillemin et que reprend Boulanger, qui est de Pétain lui-même, on ne voit pas pour quelle raison 2 peuples d'une grande culture ne découvriraient pas les chemins d'une entente. Les mains ne pourraient-elles être tendues par-dessus les ponts verrouillés. C'est beau, c'est pas très cohérent comme métaphore, mais enfin, on voit bien ce que ça veut dire. Il faudrait travailler quand même les mains dans la main. Bon. Donc la légende d'un Pétain qui ne fait pas de politique est battue en brèche. Il a bien une vision politique, le Pétain, que Guillemin ne cesse de dénoncer, se venger de cette République qui a failli s'imposer en France aux dépens des honnêtes gens, agiter le chiffon rouge du complot communiste pour allier à sa cause la bourgeoisie. Et c'est là que Guillemin trouve ces formules qui résument et la défaite préparée par l'incurie de l'armée d'une bonne partie de son état-major et la demande éperdue d'un armistice. Alors que le combat aurait pu être poursuivi à partir des territoires de l'Empire colonial ou même du réduit breton, comme ça a été envisagé pendant un temps, on pouvait continuer le combat. Les autres pays européens n'ont pas accepté que le gouvernement n'est pas resté en place, mais est parti en exil. Cette solution, évidemment, Pétain n'en veut pas, parce que son unique ennemi, c'est le peuple de gauche, parce que le seul combat qu'il entend mener, c'est celui qui est contre ceux qui portent les valeurs de la République. Et donc les 2 formules de Guillemin, l'armée trouve enfin contre la République la revanche de l'affaire Dreyfus, et puis celle-ci, cette autre,
Le coup d'État du 11 juillet, c'est le 6 février, enfin réussi. Alors le dernier point que je voulais souligner, c'est la leçon politique que Guillemin tire de cette période de notre histoire et qu'il ne cessera de répéter dans les années à venir quand il se penchera sur la Révolution de 89, sur celle de 48 et ce coup d'État de Napoléon III sur la Commune de Paris. C'est la politique intérieure qui détermine la politique extérieure. La guerre n'a été que le moyen de régler la question sociale. Alors, cette idée, il est important de souligner qu'elle naît très tôt dans l'esprit de Guillemin. Cela m'a frappé à la relecture de la vérité sur l'affaire Pétain, pardon. C'est justement là, à ce moment-là, que ça commence à être clair dans l'esprit d'Henri Guillemin. Et je me suis amusé en retrouvant dans un article publié dans l'Express, dont on a parlé, celui de Neuchâtel, dans un texte de 91, ceci, en ouvrant les années souterraines que vient de publier Daniel Lindenberg, professeur à Paris 8, Saint-Denis, j'ai éprouvé une joyeuse stupeur en apprenant qu'un temps exista pour un certain nombre de jeunes chercheurs intéressés par l'histoire de la France contemporaine, où leur maître à penser, alors c'est une citation, où leur maître à penser s'appelait Henri Guillemin. Pourquoi, s'interroge Henri, à cause de son grand thème sur la politique intérieure déterminant tout, ou presque, dans la politique extérieure. Grandiose interprétation, écrit Lindenberg, que Guillemin répète à son tour, qui garde encore, à mes yeux, toute sa séduction. Il n'est pas peu fier, le Guillemin, et il a toute raison de l'être, puisque là, recevoir cet hommage à la fin de sa vie, alors qu'il n'a cessé d'être vilipendé par tout ce que l'université comprenait d'historiens raisonnables, évidemment, ça lui a fait chaud au cœur. Donc, il me semble qu'à partir de la vérité sur l'affaire Pétain, tout j'ai l'idée, il y a un os ou il y a quelque chose qui ne passe pas. Hein. Tout est en place pour les travaux à venir. On pourrait même faire la même analyse en ce qui touche la question religieuse avec l'article paru avant la guerre, par notre faute, que Berthier avait réédité. Et l'on comprend à ce moment-là, donc sur le plan religieux et sur le plan politique, il a à ce moment-là, donc on est en 1945, il a les lignes directrices du boulot qui va continuer. Je pense qu'il sait où il va. Hein, il sait pas encore exactement, mais il a ces options-là et c'est évidemment essentiel. Et l'on comprend aussi que sa rage, puisque c'est bien de la rage qu'il éprouve, et on le sent bien dans son bouquin, sa rage n'épargne pas ceux qui, dans le domaine des lettres, dans le monde des lettres, ont été les complices ou les théoriciens de cette dictature des gens de bien. Alors qu'on attendrait d'eux qu'ils se retrouvent dans le camp de ceux qui défendent les opprimés, dans le camp de ceux qui se battent pour la vérité. Et c'est le cas d'Henri Guillemin, comme celui de Gérard Boulanger. Je vous remercie et j'en ai fini avec les pépins. Voilà. Ça y est.